Ce dimanche en Formule 1, les promoteurs crachent à la tronche de leurs pilotes, la direction de course fait n'importe quoi en catégorie inférieure mais pas en catégorie reine, Mercedes se noie de plus en plus et les fans, qui ont appris la danse de la pluie, regrettent amèrement leurs gestes avec un retour de karma assez magistral. En effet, de retour sur un tracé si peu propice à la course comme Imola qui, je le rappelle, nous est vendu chaque année comme un chef-d'œuvre historique avec les luttes entre Schumacher et Alonso qui peuvent se résumer comme un duel entre un pilote lent devant et un pilote bien plus rapide derrière incapable de le dépasser, eh bien la pluie, sur le papier, c'est le seul élément capable d'apporter une petite dose de fun. Et pour multiplier le fun, nous avons la concrétisation d'un projet de longue haleine de la FIA qui voit le jour. Un projet sur lequel ils ont médité des mois durant pour le parfaire. Le Sprint 2.0. Mais on va y revenir dans quelques instants. En effet, je disais que la pluie avait été particulièrement méchante avec la Formule 1 ce week-end, car si la Q1 sur piste mouillée fut sublime avec un peloton serré en moins de 1 seconde, si on compte pas les autres, la Q2 promettait d'être un supplice avec le retour de la pluie prévu 2 minutes après le début de la séance, impliquant que tout le monde allait devoir faire son tour rapidement en une seule tentative et laisser tout le monde attendre ensuite 10 minutes que la séance se termine. Sainz n'aura fait que rendre ce calvaire interminable en provoquant un drapeau rouge lorsqu'il a envoyé sa Ferrari dans le mur, et ce, après s'être bien assuré de sa place en Q3 afin de célébrer son extension pour 2 saisons supplémentaires. Quant à la Q3, elle fut saupoudrée aussi de drapeaux rouges à cause d'un ennui mécanique pour Bottas et par une sortie de piste de Lando Norris qui assurait son top 3. Pour revenir sur ce nouveau format sprint, rappelons le contexte depuis l'introduction de ce format qui divisait la communauté F1 en deux. Ceux qui trouvent ce gimmick malvenu et inutile et ceux curieux de voir ce que plus de courses lors d'un week-end peut donner. Le saint seigneur de la Formule 1, Stefano Domenicali, défendait qu'il écoutait avec soin les critiques des fans, excepté bien évidemment celles qui n'allaient pas dans son sens, et il retenait que le manque d'enjeu refroidissait beaucoup de monde. Avec seulement des petits points décernés au top 3, le seul intérêt de cette séance est bien évidemment de décider la grille de départ, mais les séances qualificatives sont, pour beaucoup, la quintessence de la Formule 1. C'est ce moment du week-end où les pilotes poussent leur machine à 100% avec peu d'essence, détruisent leurs pneus en un seul tour pour essayer d'être le plus rapide, pour mériter d'avoir une bonne place sur la grille. Il était donc difficile de se dire que le pilote le plus rapide ne serait pas couronné d'une pole position et que ce serait décidé à l'issue d'une mini-course. La décision suivante a donc été prise, la qualification décidera du poleman. Enfin pardon, de la statistique de poleman. Car si pendant le sprint, le premier de la qualification s'effondre et termine 15e, il partira bien 15e le dimanche, mais il sera le poleman. Alors que celui qui aura gagné le sprint partira premier sans être en pole position. Pole position qui, on le rappelle, emprunte son nom à l'équitation et indique celui qui part le premier. En gros, ils ont rien compris. Quid du format sprint alors ? Eh bien, il a donc été décidé que le top 8 marquerait désormais des points, ce qui ravit les équipes de milieu de grille qui peuvent en profiter le plus possible pour se battre au championnat, mais le déroulement de l'épreuve est exactement le même. La conclusion qu'on peut donc en tirer, c'est que toute l'attente et toutes les questions générées par les essais et la qualification en amont du Grand Prix sont rapidement répondues par une course de 30 minutes, puisque, comme l'an dernier, la course se termine pile au bout de la durée de vie de ses pneumatiques, ce qui, sauf circonstances exceptionnelles, nous donne le privilège d'assister à la même chose le samedi que le dimanche en début de course. Mais bon, Magnussen a mis un point pour As, donc c'est cool, tout le monde est content j'imagine. Heureusement, nous avons des dirigeants à l'écoute de leur public et de leurs pilotes. Et là, c'est le moment où tu vas mettre l'insert d'un article rapportant que Ross Brawn a dit qu'il se foutait de la vie d'un Russell qui n'aime pas le sprint, juste parce que c'est un pilote de milieu de grille et qui va forcément se plaindre. Bien joué Ross. Des titres avec Williams, Benetton, Ferrari, sa propre écurie, et un des éléments fondateurs du futur succès de l'écurie Mercedes, voilà comment Ross Brawn a détruit en une seule phrase tout le respect qu'il a accumulé au cours de ces 40 dernières années.
Je disais que la pluie avait entamé la qualité des qualifications, mais il en sera autant pour la course. En effet, commençant sur une piste détrempée du matin et avec de la pluie attendue en début de course, tout le monde passait en pneus intermédiaires, asséchant progressivement la piste et attendant impatiemment que la pluie arrive. Mais après une quinzaine de tours, Daniel Ricciardo, bon dernier après avoir percuté Sainz au premier freinage, n'a plus rien à perdre et passe sur des pneus slick avec les pneus médium. Très rapidement, il devient l'homme le plus rapide en piste et tout le monde l'imite parce que les intermédiaires ne tiennent plus. Et on en restera là, car si la pluie n'arrive pas, le soleil est aussi grand absent et la seule chose qui assèche la piste est le passage des Formule 1, ce qui aide à avoir une belle trajectoire bien dessinée, mais une piste impraticable pour quiconque voulant sortir de la trajectoire pour dépasser. Et avec l'arrivée du DRS au bout d'une trentaine de tours, ça n'a pas beaucoup aidé au dépassement, avec de nombreux petits trains qui se suivaient ici et là. Le premier point marquant de ce Grand Prix est bien sûr la collision entre Sainz et Ricciardo. Si l'Espagnol me semble avoir été sage dans son approche, laissant de la place à l'intérieur du premier virage, Ricciardo s'est laissé surprendre en emmenant trop de vitesse dans le virage. Nous sommes sous la pluie, avec des voitures lourdes pleines en essence, au départ dans un virage serré, et ce n'est pas simple et je n'en veux pas une seconde à la direction de course d'avoir ignoré cet incident. Ceci étant dit, on a vu des pénalités au départ pour moins que ça, et je suis un peu surpris qu'ils s'en sortent, entre guillemets, aussi facilement. Schumacher lui aussi a été surpris par une flaque à l'intérieur du virage 3 et a percuté Alonso qui devra abandonner quelques tours plus tard pour poursuivre son début de saison bordé de nouilles. Ou de vermicelle, comme tu préfères. Après la phase des arrêts marquée par Ocon qui subit 5 secondes pour avoir été relâché sauvagement par son équipe, il faut attendre la fin de course pour voir Ferrari et Leclerc tenter un second arrêt désespéré pour faire face aux surpuissantes Red Bull. Mais l'arrêt sera rapidement couvert par Pérez, puis Verstappen, et malgré une sortie de piste du Mexicain, ne le passera pas et partira à la faute quelques tours plus tard en prenant trop de vibreurs. De gros points de perdu à domicile pour Ferrari et lui, et c'est Lando Norris qui profite d'une McLaren en belle forme par rapport à ses concurrents directs pour prendre le premier podium de la saison. Red Bull enregistre son premier doublé depuis la Malaisie 2016, un résultat bien nécessaire après tant de problèmes de fiabilité. Verstappen prend son second grand chelem en Formule 1 avec pole position, meilleur tour et course menée de bout en bout avec en prime la victoire du sprint. Et après le grand chelem de Leclerc en Australie, notez bien que c'est la première fois depuis 1979 qu'on a 2 grands chelems de 2 pilotes différents en cours de saison. Pour l'anecdote, il s'agissait de Gilles Villeneuve pour Ferrari et Jacques Laffite pour Ligier, et pour information, aucun des deux n'avait gagné le titre. Enfin bon, je dis rien, mais Pérez, il a pas encore fait de grand chelem cette année. Bref. Maintenant qu'on a balayé les points majeurs de ce week-end, je vous propose d'entrer dans notre dernier segment, pilote par pilote, en nous intéressant à la course de chacun des 20 concurrents. Très peu de choses à dire sur le week-end de Max Verstappen, évidemment, quand t'es premier, il y a pas grand-chose à soulever, surtout dans ce cas-là, mais je tiens malgré tout à souligner tout d'abord son tour de qualification qui a été assez sublime à mon sens, et si Leclerc n'aura jamais l'opportunité de répondre à ce tour de qualification, Verstappen a malgré tout très bien géré également le sprint, avec un départ certes un petit peu raté, mais avec une bonne gestion de ce premier relais de course, pour ensuite aller récupérer Leclerc à la toute fin et remporter du coup ce sprint et marquer un petit point de plus que son concurrent direct. Pour Sergio Pérez, on pourrait dire qu'avec une voiture qui semblait autant à l'aise que la Red Bull ce week-end, finir deuxième, c'est un petit peu le minimum requis. Pour revenir rapidement sur la performance des Red Bull, il semble qu'ils aient trouvé une petite dizaine de kilos en moins, mais cela pourrait expliquer le gain de vitesse qu'ils ont trouvé ce week-end, surtout quand on peut estimer que 1 kg au tour, c'est à peu près 3 centièmes. Je vous laisse calculer que 10 kg, ça fait rapidement presque 3 dixièmes au tour. Donc si ça venait à s'avérer, Ferrari devrait très rapidement essayer de trouver un nouveau régime pour sa monoplace. Mais pour le coup de Checo, pour y revenir rapidement, il a dû se battre après une qualification un peu compliquée à cause de cette Q3 un petit peu interrompue par de nombreux drapeaux rouges. Il est bien remonté
Pendant le sprint, il rattrapait même Leclerc à la toute fin, à se demander si avec quelques tours en plus, Leclerc aurait été dépassé ou si Leclerc ne faisait que gérer un petit peu ses pneumatiques. Quoi qu'il en soit, pour la course, il a pris un sublime départ, verrouillant la seconde position, et après l'avoir perdu face à Leclerc lors de leur premier arrêt au stand, il l'a très bien récupéré avec un sublime dépassement à la chicane Villeneuve. Et j'ose dire que si ce n'était pas pour Pérez, Leclerc n'aurait jamais vraiment tenté aussi désespérément de revenir sur lui et n'aurait peut-être pas commis cette erreur à la fin. Donc je pense que Max et Red Bull peuvent lui dire merci d'avoir été là pour obliger et forcer Leclerc et Ferrari à la faute. Pour ce qui est de Lando Norris, 3e en qualif, 3e en course, j'ai l'impression que à chaque fois les McLaren ont des courses très solitaires. On parlera de Ricciardo un petit peu après, mais voilà, il était juste là pour récupérer les miettes des autres tant en qualif qu'en course. Difficile de savoir s'il aurait pu faire mieux, mais la McLaren semblait un petit peu seule au monde, comme je le disais, trop lente pour aller chercher les voitures de devant et un peu trop rapide pour ceux de derrière, avec une bonne gestion du départ et profitant donc, comme je le disais, de ses concurrents directs qui étaient perdus dans un petit groupe. Daniel Ricciardo, malgré une qualification décente, un sprint assez solide pour récupérer des bons points, je reviens sur son départ. Comme je le disais, les conditions étaient piégeuses, difficiles, mais après plus de 200 départs en Formule 1, c'est assez inexcusable à mon sens. Je pense que Sainz avait laissé suffisamment de place à l'intérieur, surtout qu'on est dans un virage lent, c'est pas comme si Ricciardo avait besoin d'apporter beaucoup de vitesse, et quand je dis virage lent, c'est considérant qu'il y a 19 autres voitures qui veulent prendre ce virage en même temps. Donc pour le coup, Ricciardo, c'est une très mauvaise opération. On a à peu près tout tenté, évidemment, en étant le premier à chausser les pneus médiums, en mettant les pneus durs même au 30e tour, mais ça n'a servi à rien, et du coup il termine bon dernier. On arrive enfin chez Ferrari, alors pour parler de Sainz, évidemment assez injuste ce qui lui arrive ce dimanche, pour une fois c'est pas de sa faute qu'il finit dans le bac à gravier. Ceci étant dit, son crash en Q2 n'était vraiment pas nécessaire. Je sais que Ferrari cherchait à améliorer tout ça, mais le fait est qu'il avait déjà enregistré un bon chrono suffisant pour passer en Q3, peut-être même encore une fois jouer la pole position. Donc là pour le coup je pense qu'il ne peut s'en prendre qu'à lui d'avoir commis cette erreur et d'avoir encore une fois fait un petit peu de mal à sa Ferrari. Maintenant, il a su se rattraper pendant le sprint pour marquer les points, mais terminer 4e, faut avouer que c'était le strict minimum avec un des deux top teams, comme Perez 3e, c'était un petit peu le minimum. Donc pour le week-end de Carlos Sainz, j'ose espérer que cette extension de contrat va lui apporter un petit peu plus de joie jusqu'à Miami. Bordel, on va à Miami. Parce que il en aura besoin pour gagner un petit peu plus de peps, parce que depuis ce début de saison, ça semble assez difficile pour lui. Pour la course de Leclerc, c'est assez compliqué de dire quoi que ce soit, puisque sur un tour, la Ferrari semblait assez rapide au final, mais sur les longs relais, Red Bull avait totalement l'avantage tant en sprint qu'en course. On sent, comme je le disais, un petit peu le désespoir dans la stratégie. À la toute fin, il a donc tenté d'y aller vraiment, il semblait éclater tous les secteurs avec ses pneus soft, il revenait nettement sur Pérez, il l'a poussé aussi un petit peu à l'erreur, mais maintenant c'est peut-être un gros défaut de Leclerc, cette manière dont il attaque ses vibreurs. Je crois qu'il a fait 2 fois la faute en essai libre 1 sur cette même chicane, et là pour y aller autant en course, chercher autant la limite lorsqu'il y a autant d'enjeux, je pense que c'était tout sauf nécessaire. Donc il peut s'en prendre qu'à lui également, et c'est tout à fait regrettable pour Ferrari et pour lui. Et je pense que c'est peut-être le moment de souligner un petit problème chez Mercedes, puisque je pense qu'avec George Russell 5e à la vue des circonstances, c'est un excellent résultat, puisque sur un tour encore une fois, la Mercedes semblait trop sous-vireuse pour jouer la Q2, et en course elle semblait trop lente pour doubler les autres. Donc cette 4e place est un petit peu due à 2 bons départs tant en sprint et surtout en course. Russell a bénéficié d'être du bon côté de la trajectoire, celle qui était le plus grippée, celle qui était le plus sèche, du chaos qu'il y avait devant lui avec les touchettes entre Schumacher et Alonso et Ricciardo et Sainz, mais il a tout de suite pris une belle position, il a su se mettre très rapidement à la bride des autres pilotes qui avaient derrière lui
pour récupérer ce beau résultat. Il y a un très très beau dépassement sur Magnussen qui est également à souligner. Donc je pense qu'on peut confirmer après 4 Grands Prix que George Russell a un excellent boulot pour Mercedes. Maintenant, on sait que la Mercedes est en difficulté en qualification, il semble malgré tout, on l'a vu tout au long de la saison qu'en rythme de course, elle est bien plus à l'aise que ses concurrents. Je dis bien plus à l'aise, évidemment, c'est relativement à ce qu'ils ont en face d'eux. Parce que pour parler un petit peu de Lewis Hamilton, comme je le disais, hein, les conditions de dépassement étaient pratiquement impossibles. La Mercedes, comme on le disait aussi, il y a cet énorme déficit en ligne droite. Devant lui, il y avait une AlphaTauri qui avait aussi un DRS, qui semblait avoir un moteur à peu près aussi puissant, si ce n'est plus. Donc, pour le coup, j'ai pas du tout envie de me ranger du côté alarmiste j'ai l'impression, hein, toute la planète entière qui est en train de dire « Ah, ça y est, Hamilton, il se fait exploser, il est fini. » C'est bon, hein, ça s'est encore une fois tout joué sur le départ. Hamilton, bon, il récupère les 2 places que Sainz et Ricciardo ont perdues, mais il n'a pas un envol aussi excellent que Russell, qui encore une fois, Russell prend 5 positions au départ. Hamilton a dû rester un petit peu plus dans la mêlée, et très sincèrement, entre nous, George Russell, il est là pour prouver ce qu'il vaut, il est là pour... il a envie de démontrer ce qu'il peut faire. Hamilton, il est 7 fois champion du monde, il a une voiture qui ne joue clairement pas le podium et encore moins la victoire, et ses rêves de 8e titre semblent plus lointains que jamais. Donc, on ne veut pas s'attendre à ce qu'il prenne des risques totalement inconsidérés pour aller chercher une 13e position, avec encore une fois une piste qui était détrempée quand on cherchait à doubler. Donc avant de tirer la sonnette d'alarme, on va juste mettre ça sur le cas de circonstances de course qui sont totalement contre lui. Mais si on doit souligner un petit point, c'est que habituellement, chez Mercedes, quand les situations sont totalement désespérées, et ben c'est lui qui va prendre le gros résultat, et ce week-end, ça a été Russell qui l'a fait. Donc je pense que c'est tout à mettre au crédit du pilote britannique. Ouais, non, je devrais préciser lequel du coup. Du petit genou, on va dire. Malchanceux en qualification, Valtteri Bottas a dû remonter des places perdues au départ pendant le sprint, avant d'être pris dans la mêlée au départ, puisqu'il a dû aller taper l'arrière de Ricciardo, n'ayant nulle part d'autre où aller. Impossible de savoir si cet impact a affecté la balance de son Alfa Romeo, mais le fait est qu'il était très rapide tout au long de la course, et malgré un arrêt au stand qui a failli se terminer comme Monaco l'an dernier, eh bien, il avait malgré tout une petite étoile au-dessus de la tête pour récupérer le meilleur résultat d'Alfa Romeo depuis le Brésil 2019, si je ne dis pas de bêtises. Pour ce qui est de Joe, très très peu à dire, hein, son Grand Prix était compromis dès l'instant qu'il a eu cet impact avec Gasly lors du sprint. Il avait eu un très beau tour en Q1, en Q2 ça a été tout autre chose, mais encore une fois, on ne va pas reprocher à un rookie, en tout cas selon mes standards, de ne pas avoir réussi à faire une qualif en un tour, là où tous les autres avec plus d'expérience vont y arriver plus facilement, surtout que Joe, on a vu vraiment depuis le début de saison que c'était le rythme de qualification qui manquait pour le reste de son Grand Prix, et il l'a passé un petit peu derrière Latifi avant de réussir à le dépasser, mais assez peu de choses à dire sur ce rythme de course, il n'avait rien à aller chercher et il était clairement moins compétitif que Bottas, surtout par rapport aux épreuves précédentes. Et pour ce qui est de Yuki Tsunoda, ça c'est le petit Yuki que je voulais voir en Formule 1, parce que dans une AlphaTauri qui n'était pas en forme ce week-end, même s'il faut avouer qu'ils n'ont pas été très chanceux en Q1, le simple fait de viser le top 10 semblait, comme depuis ce début de saison, assez compliqué. Malgré tout, Yuki a optimisé ses envols tant en sprint qu'en course pour être au bon endroit au bon moment, et en course, il nous a régalé d'un beau dépassement sur Stroll, et ensuite d'un dépassement sur Magnussen en toute fin de course. J'y ai trouvé un pilotage très mature de sa part, et bien loin de ce qu'on a vu en Australie, où il s'est totalement effondré au fur et à mesure de la course. Pour ce cas de Gasly, il fait partie un petit peu des malheureux perdus dans le peloton. Il a été battu par Tsunoda en qualification pour la 2e fois. C'était d'un rien, mais son élimination en Q1 ne s'est pas arrangée avec le crash qu'il a eu avec Joe. Encore une fois, pour moi, ça c'est du petit incident de course qu'on voit au départ. Un peu de la faute des deux, l'un qui est trop optimiste en allant à l'intérieur, l'autre qui laisse la place mais n'en laisse pas non plus énormément. Donc on va dire on est au départ, ce sont des choses qui arrivent.
On peut souligner que Gasly a réussi à bien remonter malgré tout en s'arrêtant un petit tour plus tôt que les autres, et ça lui a permis justement de passer tout ce petit groupe. Et après un début de saison cauchemardesque, eh bien c'est Sébastien Vettel qui arrive pour Aston Martin en 8e place et qui nous a rappelé ce week-end son génie sous la pluie, tout d'abord en prenant une sublime Q3 après avoir eu un très bon rythme lors des essais libres détrempés, et on a vu par contre sur le sec pendant le sprint que c'était une toute autre affaire pour les deux Aston Martin d'ailleurs, mais Vettel a pu profiter d'un bel undercut en début de course pour reprendre les positions qu'il avait perdues, creuser un petit écart, et à partir de là, il s'est mis tout seul dans sa petite bulle. J'ai pas l'impression qu'il était embêté par grand monde. Le monde qu'il y avait devant lui était un petit peu trop loin. Ça, c'est pour moi une belle prestation de Vettel avec la machine qu'il a entre les doigts. Je pense pas qu'il pouvait aller chercher mieux. Et pour son équipier, eh bien, c'est enfin un bon week-end conclu pour Lance Stroll, même si on peut souligner qu'il a gâché sa qualification en ratant son tour en Q2, mais il s'est bien rattrapé pendant le sprint et au départ de la course où il a pu passer Tsunoda et Hamilton pour marquer son premier point. C'était ce petit rien de réussite qui manquait à Stroll depuis ce début de saison. Alors il a pas été malin en Australie, mais il a jamais été très loin non plus à Jeddah. Donc Aston Martin marque de beaux points. Ça pourrait se révéler déterminant parce que clairement ils vont se battre avec Williams pour le reste de la saison, ou du moins pour les prochaines courses. Puisqu'on parle des Williams, on va parler d'Alexander Albon qui termine 11e. Bon, sur la piste, il est 12e, mais il profite de la pénalité d'Ocon. Il a été malchanceux en qualification avec ses freins qui partent en feu, mais pendant le sprint, il a terminé là où on l'attendait, c'est-à-dire pas bien loin de là où il partait, mais juste devant Latifi, en le dépassant après la safety car. Et en course, après avoir pris un bon envol, à l'instar de Gasly, il a fait un bel undercut pour remonter plein de positions, et il a tenu Gasly, Hamilton et tout ce petit groupe derrière lui pour terminer tout près des points. Encore une fois, il était à un abandon près d'inscrire une unité supplémentaire à son compteur. Pour ce qui est de Nicolas Latifi, on va dire que c'est comme d'habitude, c'est juste que cette fois, il n'y a pas eu de crash, donc c'est plutôt bien. Kevin Magnussen, 9e, de nouveaux beaux points pour Haas, plus le point pendant le sprint. Pas grand chose à dire, le rythme sur un tour semble très très bon chez Haas, mais on constate que sur les rythmes de course, c'est bien plus compliqué. C'est dommage, parce que si elle avait le même rythme en course, je pense qu'il aurait pu viser un top 5. Pour ce qui est de Schumacher, c'est probablement un nouveau très mauvais week-end pour lui. Comme je le disais, pour la Q2, je veux bien excuser le coup de la qualif en un tour, parce que c'était des conditions difficiles, sinon il semblait pas trop loin de Magnussen. On peut apprécier sa belle gestion du sprint pour remonter en 10e position, mais sa course est allée de mal en pis avec cette erreur au départ où il a perdu le contrôle, tapé le ponton de Alonso et ensuite fait un tête-à-queue juste derrière. Donc son rythme de course était totalement inconstant, pas très remarquable à mon sens. Et c'est assez regrettable puisque clairement, il semble qu'il y avait un coup à jouer pour les deux As dans un week-end qui a pas mal récompensé la qualification. On peut parler de Esteban Ocon, très malchanceux encore une fois ce week-end, victime d'un problème de transmission en qualification. Il n'a pas pu faire vraiment de tour compétitif et est parti dernier. Il a montré une belle combativité en sprint, ce qui fait toujours plaisir à voir. C'est un petit peu à l'instar de Jeddah, on revoit un petit peu de combativité chez lui et c'est ce qu'on a envie de voir plus souvent chez ce pilote. En course, il a fait ce qu'il a pu aussi avec cette mauvaise position, à la vue des conditions difficiles, ne pouvant pas passer Albon pour espérer de s'échapper un petit peu, pour espérer terminer devant lui, peut-être même aller chercher des points, on ne sait pas, mais en plus il a eu cette pénalité de 5 secondes causée par son équipe des stands, donc il ne pouvait pas faire bien mieux à mon sens. Alonso aussi passait pas loin d'un miracle avec une sublime 5e place en qualification. En sprint, ça s'est totalement effondré. Je sais pas si c'est un problème de rythme. En plus, il a calé, presque calé pour le tour de chauffe et pour le départ. Et ensuite, Schumacher s'est chargé d'abréger ses souffrances. Comme quoi, Alonso et Schumacher à Imola, ça va pas bien ensemble.
Et c'est sur ces presque notes de sagesse que je vais m'arrêter. Ce Grand Prix d'Imola n'était clairement pas le meilleur qu'on ait eu depuis l'année dernière en fait, mais soyons honnêtes, on n'en attend pas beaucoup plus d'Imola, et puis bon, ça reste un beau tracé qui fait toujours plaisir à voir. Donc on a dû se contenter de ça et espérer que ce ne sera pas pire à Miami, et puis surtout un championnat qui se relance un petit peu, même si soyons honnêtes entre nous 5 minutes, ça vaut pas vraiment la peine d'y prêter attention tant qu'on n'est pas au dernier tiers de la saison, parce que on a vu très très souvent des championnats qui s'effritent passer le 10e Grand Prix et qui est plié sur la seconde moitié. Donc, laissons les choses se faire lentement et sûrement. C'est un vrai plaisir de voir Verstappen et Perez en parfaite fusion. Je pense que j'en ferai probablement un titre putaclic, juste parce que ça va un petit peu avec la vibe, des miniatures que je m'amuse à faire. Mais clairement, Perez semble s'être parfaitement intégré dans l'écurie. L'an dernier, on sentait qu'il était parfait pour correspondre à cette écurie, mais les résultats en piste n'étaient pas très souvent présents. Là, depuis ce début de saison, il est excellent à mon sens. Clairement pas au niveau de Verstappen, mais le simple fait qu'il arrive à être juste derrière lui, qu'il arrive à être compétitif, à taquiner les Ferrari, eh bien c'est exactement ce qu'il faut faire, et ça fait plaisir de voir un petit peu les deux pilotes Red Bull et pas juste un seul qui fait des résultats et qui est combatif. On va espérer également de voir Ferrari plus en forme la semaine prochaine à Miami pour relancer un petit peu tout ça. Et puis on a un gros peloton très très compact, parce que là on le voit, au bout de 4 courses, il y a déjà toutes les équipes qui ont marqué des points. C'est assez rare, je pense, dans l'histoire de la Formule 1 d'avoir toutes les équipes qui ont marqué des points en seulement 4 Grands Prix. Donc on peut s'en réjouir. Merci Imola d'avoir été là, merci YouTube de m'avoir écouté, j'espère que tu as passé un agréable moment. Tu peux laisser un petit pouce bleu en partant si ça t'a plu, et puis si t'as envie de t'abonner, tu peux le faire aussi. Il y aura sûrement d'autres bêtises formules blablatesques qui arriveront dans les prochaines semaines. Donc merci la Formule 1 et à vous les studios, bisous.